il faut qu'on se dise qu'on peut parler de tout. Puis je pense que des personnes âgées, des personnes de différentes cultures sont tout aussi capables d'apprendre des nouvelles réalités que n'importe qui d'autre. Puis je pense que pour les plus jeunes, c'est important qu'ils se rendent compte que les notions de privilège, toutes les conversations qu'on a en ce moment, là, tout le vocabulaire autour des transidentités et tout ça, c'est mainstream depuis 5 ans. Puis quand tu as 25 ans, puis que c'est comme, tu sais, là, c'est tout ce qui... C'est clair, c'est limpide, ça passe et tout, c'est une chose. Mais quand ça fait 30 ans que tu travailles dans un domaine, puis que t'as pas eu, tu sais, comme tu as eu d'autres batailles à mener probablement, mais que c'est pas quelque chose auquel tu as exposé, il faut laisser le temps aux gens d'apprendre. Il faut créer des espaces où les gens peuvent poser des questions. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Cette semaine, je reçois quelqu'un que j'ai rencontré hors contexte de travail, Kadiatou Diop, que j'ai rencontré en fait à Impro Montréal parce qu'elle y travaillait avant la pandémie, donc ça a été ma prof d'impro, mais aussi j'ai été brièvement sur le conseil d'administration d'Impro Montréal et Kadi était coordonnatrice et à l'inclusion et à la diversité. Puis Kadi, elle a en fait, oui, une petite carrière parallèle où elle était prof d'impro, mais elle a surtout œuvré dans le secteur communautaire en accompagnement pendant une 20aine d'années. Puis elle est retournée étudier il y a près de 4 ans, en fait, en sexologie. Puis là, elle est sur le point de terminer ses études et elle s'intéresse beaucoup justement à tous les aspects d'inclusion, de diversité. Je l'ai entendu souvent s'exprimer sur le sujet. Puis je lui ai demandé de venir nous en parler, en fait, au podcast parce que, vous l'avez peut-être remarqué, on a certains épisodes qui traitent de diversité, inclusion, équité au travail. Puis des fois, j'essaie de prendre des angles un peu plus circonscrits. Donc, cette semaine, on va vraiment parler de diversité de genre avec Kadi. Puis il y a tellement de buzzwords puis de nouvelles choses qu'on est moins habitué. C'est une réalité qui est en grande évolution. Fait que j'ai demandé de venir un peu démystifier certains termes puis nous expliquer un peu ce qui est important puis comment la diversité de genre puis l'inclusion, en fait, pouvait transformer le monde du travail ou comment nous, on pouvait se transformer, en fait, pour faire plus de place à ça. Mais juste avant, je veux remercier les gens, comme à l'habitude, qui prennent le temps d'écouter le podcast. D'ailleurs, cette semaine, j'ai 2 personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'elles avaient découvert le podcast. Entre autres, je veux remercier Lamia qui est venue me dire justement qu'elle avait découvert le contenu. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça fait toujours notre journée dans ce temps-là. Et Patrick aussi, qui a pris la peine là, de venir dire qu'il avait écouté là, les derniers épisodes avec notamment Julie Gouin. Donc, merci beaucoup. C'est toujours le fun de voir qu'on a des nouveaux auditeurs. D'ailleurs, si vous avez le temps de nous laisser un petit 5 étoiles sur iTunes, ce serait tellement gentil. On a mis le lien pour vous faciliter la vie dans les notes de l'épisode. Donc, vous cliquez là-dessus, vous allez jusqu'en bas de la page, vous laissez 5 étoiles. Un petit commentaire, même, puis je dis 5 étoiles. Vous pouvez en laisser moins, là, mais c'est sûr qu'on aime ça quand il y a 5 étoiles. Et puis, ben, comme toujours, si vous avez des questions, suggestions, commentaires, whatever, ben, vous nous écrivez en privé. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous présente Kadi pour parler de diversité. Puis je dis Kadi parce qu'on est rendu quasiment intime, mais Kadiatou Diop pour parler de diversité de genre dans les organisations. Allô, Kadi. Salut, Sarah. Comment ça va? Ça va comme ça peut aller. Ça va. C'est la pandémie quand même, hein? C'est sûr. C'est la pandémie, mais c'est qu'il fait beau, j'ai envie d'aller dehors, mais sinon, tout va bien, vraiment. Oui. Ben merci d'accepter d'être devant ton écran pour qu'on se parle. Puis je sais que c'est un sujet que tu trouves hyper important, fait que je sais que tu as accepté de venir aussi pour ça au podcast. On aurait pu faire honnêtement plusieurs sortes d'épisodes, toi et moi ensemble, mais pour celui-ci, on a décidé de parler de la diversité de genre.
puis de comment, dans les organisations, on peut faire en sorte de créer des espaces plus inclusifs au niveau de la diversité de genre. Oui! Right? Right, c'est exactement ça. Puis c'est un sujet qui est important pour moi puisque l'inclusion, on a tendance à penser que l'inclusion, faut faire l'inclusion pour les personnes racisées, l'inclusion pour les personnes en situation de handicap et tout ça. Puis je pense que j'aime ça décloisonner le tout, démystifier des affaires, puis créer des espaces où tout le monde peut être eux-mêmes. En fait, je pense que l'impro m'a apporté ça, d'apprendre que être toi-même quelque part, c'est vraiment valide et c'est vraiment le fun. Donc, tu sais, je trouve ça important, en ayant travaillé dans le communautaire, de créer un espace où les autres peuvent se sentir bienvenus, peu importe qui ils sont, tu sais, sans retenue. Puis c'est quelque chose qui est quand même récent, tu sais, qu'on en parle aussi ouvertement. Toi, tu te décris comme une personne queer. On n'en a jamais parlé ensemble, mais veux-tu m'expliquer un peu, si t'es à l'aise, là, un peu... Oui, avec plaisir. Donc oui, je suis une personne queer, pas dans mon genre, mais dans mon orientation sexuelle. Donc, je suis une personne qui... puis j'utilise queer parce que les autres étiquettes, pour moi, fit pas. Tout simplement. Okay. Je suis plus... Je pense que ça collerait peut-être plus à ce qu'on considère pansexuel. Donc, je suis une personne qui... je suis attirée par les gens, tout simplement. OK. Voilà. Mais sinon, je te dirais, tu sais, je suis une femme cisgenre, tu sais, queer. Voilà. OK. Puis là, pour les gens qui connaissent peut-être moins ça, qu'est-ce que ça veut dire queer, puis qu'est-ce que ça veut dire cisgenre aussi? Excellent. Donc, si je dis que je suis une femme cisgenre, ça veut dire que mon identité de genre, donc la manière dont moi je perçois mon identité, est collé avec la manière de laquelle, avec la présentation biologique de mon sexe. Donc, je suis née avec 2 chromosomes X et, tu sais, je suis une personne où ça fit. Mon identité fit avec ce qu'on représente socialement comme étant une femme. Donc, t'es née femme, on te perçoit comme une femme et tu te sens comme une femme. Je me sens femme. Okay. Voilà. Donc, c'est ce que ça veut dire être une femme cisgenre. Et je suis une personne queer, qui veut dire que queer, c'est un mot anglais, en fait, qui a été réapproprié par la communauté LGBTQ. Donc, queer veut dire, à la base, étrange. OK. Donc, c'est tout ce qui dévie du typique. Donc, tu sais, dans une société capitaliste qui fonctionne dans un système patriarcal, ce qui est considéré typique, c'est un homme blanc, adulte, hétérosexuel. OK. Okay? Donc, c'est l'image qu'on a quand quelqu'un va dire « Oui, mais une personne normale, généralement, quelqu'un va avoir une image en tête d'un homme cisgenre parce que c'est comme ça. C'est aussi comme ça que la science a été construite, la pharmacologie, etc. Fréquemment, c'est, tu sais, la norme, ça va être la norme pour les hommes hommes blancs. Avec une, donc voilà. Donc, être queer, ça représente un paquet d'affaires. C'est tout ce qui sort de ça. Donc, pour certaines personnes, ça vient jouer au niveau de leur identité de genre. Et là, ça va être des gens qui vont dire, je suis... Tu sais, comme on se fait donner 2 choix, là. T'es un homme, t'es une femme. Moi, je ne fit pas là-dedans. Donc, je me situe à l'extérieur des normes et je suis vraiment à l'aise avec ça. Puis ça veut dire que, tu sais, comme on parle souvent d'un continuum de genre, c'est comme des espèces de zones grises, en fait, entre la considération de « je suis un homme, je suis une femme ». Donc, voilà ce que veut dire queer. Ben merci pour la précision. Puis là, ça me fait penser, tu m'as envoyé un schéma qu'on pourra partager d'ailleurs avec les auditeurs. Les liens vont être dans les notes de l'épisode où ça l'explique un peu justement le spectre là, de la diversité de genre. Est-ce que tu veux en parler un peu pour qu'on mette la table, mettons?
Oui, donc c'est la licorne du genre. C'est un modèle qui a été créé par une association qui crée des ressources éducatives pour les élèves et les étudiants, pour soutenir les élèves et les étudiants trans. Donc, c'est un modèle qui permet en fait de revenir à l'essentiel parce qu'on parle de tellement d'affaires dans les médias, les livres à la télé, etc. Là, on se fait bombarder d'informations. Donc, ça, c'est vraiment pour nous permettre de comprendre les grandes catégories. Puis ensuite, chacune peut être décuplée et approfondie ad nauseam. Donc, on parle d'identité de genre. Donc, quand on parle d'identité, ben, le mot identité est là pour une raison. OK? Souvent, les gens vont dire, le genre, surtout en tant que francophone, c'est masculin, féminin, comme quand on apprenait la grammaire, tu sais. Mais l'identité de genre, c'est comment est-ce que je me sens, moi? C'est vraiment, vraiment personnel. Donc, on peut parler d'une identité de genre femme, homme et autre. Okay? Et là-dedans, on peut trouver des personnes qui sont vraiment peut-être au milieu d'un continuum entre hommes et femmes, puis qui sont très androgynes. On peut, et c'est là où, comme ça se passe à l'intérieur de la personne, c'est pas tant dans la représentation, c'est très personnel. OK? Après ça, il y a l'expression et la présentation du genre. Donc là, on a ce qu'on représente aux autres. Okay? Donc, moi, aujourd'hui, je porte une robe, j'ai un bandeau, mon expression, ma présentation du genre est très codée femme. OK. Okay? Si je porte des talons hauts, des jeans moulants, qu'importe, c'est très, très facile parce que socialement, on a construit cette image d'une femme, ça ressemble à ça. Même chose pour une expression du genre qui est plus masculine. Donc là, on parlerait un complet cravate ou une paire de jeans avec un T-shirt un peu amorphe, etc. Donc ça serait une présentation du genre plus masculine traditionnelle. Puis ensuite, tu as toutes les autres expressions de genre. Parce qu'on se rend compte que, tu sais, on a des codes sociaux qui sont très, très clairs, mais une fois qu'on sort de ces codes-là, on commence à être un petit peu plus en danger, là, parce que là, on dévie, on met les gens mal à l'aise. C'est les gens où, tu sais, des fois, quand je me rase les cheveux, là, les gens, ils ont de la misère, puis ils font « Oups, monsieur, madame, de dos. » Des fois, les gens ne veulent pas se mouiller, etc. Donc, quand on parle d'expression du genre, c'est vraiment là, la manière de laquelle on la représente aux autres. Puis ça, est-ce que ça peut varier d'une journée à l'autre? Tu as dit tantôt, aujourd'hui, j'ai une robe avec un bandeau, mais peut-être que demain, tu seras pas dans ce mood-là ou que, bref, tu vas pas présenter le même genre. Je pense qu'il y a des gens qui aiment jouer un peu aussi avec ça. Il y a des gens qui aiment jouer avec ça. Pensons à la génération Z, en général aussi, a l'air de beaucoup s'amuser avec ça. Parce que, tu sais, on est en train d'un peu déconstruire toutes les normes construites, tu sais, depuis que l'homme est homme, là, disons-le comme ça. Donc, tu sais, s'amuser, c'est une façon de découvrir son identité aussi, jouer avec son expression de genre. C'est une façon aussi de jouer avec les conventions sociales, de jouer avec son expression de genre. Puis ce qui est... Attends, là, je vais te lancer une curveball. Ton expression de genre peut ne pas avoir quoi que ce soit avec ton identité de genre. Explique. Je suis Caddy, une femme cisgenre, mon identité de genre, femme. OK? Mais je pourrais m'habiller et me présenter et faire exprès de m'habiller comme un trucker. Me mettre une petite moustache parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que je me sens. C'est ce que j'ai envie de présenter, mais mon identité de genre, pour moi, elle est très claire. Je sais qui je suis, mais je peux avoir envie de jouer avec l'expression de mon genre et, de me diriger plus vers une expression androgyne, tout
tout en étant femme et en me sentant très à l'aise en tant que femme. Mais c'est juste ma présentation qui va changer. Puis ça, tu sais, là, t'as exprimé une situation qui est un petit peu plus claire, là, tu sais, comme, bon, je suis habillée en trucker avec une moustache, mais on voit aussi de plus en plus, tu sais, des gars qui vont mettre du vernis, des gars qui vont mettre des jupes. Fait que je sais pas, tu sais, si clairement, tu l'observes, mais c'est plus si clair que ça, tu sais, c'est pas je m'habille au complet en homme ou je m'habille au complet en femme. Des fois, on croise les deux, finalement. On croise les deux, puis il y a beaucoup de... j'ai une nièce qui est... je suis aussi ma tante, hein? Donc, j'ai une nièce qui est designer de mode et en regardant des revues avec elle, on s'envoie beaucoup d'informations sur la mode. Les designers, il y en a beaucoup qui s'amusent à jouer là-dedans. L'utilisation du maquillage, maintenant avec la chevelure aussi qui s'implique là-dedans. On tombe dans des codes de plus en plus androgynes. On veut plus faire des lignes pour hommes, pour femmes. On fait des lignes unisexes. On le voit beaucoup avec le linge pour enfants. Le mouvement écolo, c'est vraiment génial de pouvoir dire « Hey, j'ai pas besoin de tout acheter en rose, tout en bleu. Je peux juste avoir plein de linge de bébé qui colle, puis ça fait moins de gaspillage. » Tout à fait. Puis ça, je veux qu'on en parle parce que une des tendances, puis une question, tu sais, mon copain et moi, on veut avoir un enfant, puis tu sais, je pense que les gens de notre génération se posent cette question-là. Il y a une tendance de dire, je vais pas attribuer en fait, il y a comme un spectre là aussi. Je vais pas attribuer de sexe à mon enfant avant qu'il me dise un peu comment il se sent. Est-ce qu'il se sent homme, femme, est-ce qu'il se sent androgyne? Qui est peut-être là où, tu sais, moi, personnellement, je pense que je suis pas rendue là dans ma tête. Puis il y a le fait de pas vouloir, justement, tout donner des affaires roses puis des poupées à une fille parce que c'est une fille puis la confiner à ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu t'es un peu posé ce genre de questions-là? Oui, je me suis posé ce genre de questions-là puis je suis allée fouiller un petit peu puis je me suis rendu compte que, en fait, c'est un mouvement, il y a un mouvement en Suède où il y a même un nouveau pronom, en fait, qui est très ressemblant au « il » en français, donc qui combine « il » et « elle » ensemble, puis qui est donné aux enfants comme ça, tu sais, c'est pas trop important. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que dès qu'un enfant entre au monde, naît, il est socialisé. Et c'est impossible de prévenir qu'un enfant se retrouve face aux conventions sociales par rapport au genre. Et ça, on va le savoir parce qu'il y a tout le temps des amis, membres de famille, etc., même le personnel médical, dans le langage qu'on utilise, dans la manière de laquelle on fait nos achats, etc., on est comme bombardé. Tu peux plus avoir... Des fois, tu peux pas acheter un accessoire pour bébé dans une couleur neutre. Donc, tu te retrouves à devoir choisir. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à pourquoi est-ce que c'est important. Ça, c'est mon opinion personnelle. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous d'avoir ces distinctions-là entre la petite fille, la petite princesse, puis le petit motivé, le petit tomboy, etc. Ça reste la même personne, généralement. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? C'est quoi la place que ça prend? Mais je pense que dans la parentalité, il y a tellement d'autres enjeux qui sont très, 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 très importants, comme est-ce que mon enfant est aimé? Est-ce que mon enfant se sent valide? Est-ce que mon enfant a l'impression de pouvoir... Est-ce que mon enfant se sent à l'aise de pouvoir venir me parler de sujets difficiles? Est-ce que mon enfant est capable de se rendre vulnérable, de s'ouvrir aux autres? Je pense que ça, c'est peut-être plus important que de soucier, de juste miser sur l'identité de genre de l'enfant. On le voit, là, il y a des beaux mouvements en ce moment, comme, il y a les Gender Reveal Party là, pour les personnes enceintes qui font brûler des forêts pour découvrir quel est le sexe du bébé. Mais il y a plein de gens qui, s'ils ont des enfants qui sont trans, vont faire un gender reveal party quand leur enfant a 13-14 ans. Tu sais, va faire une annonce familiale de comme c'est un garçon ou genre c'est une personne non binaire ou c'est, tu sais, puis qui s'amuse là-dedans. Faut voir que dans la vie, on n'est pas fixé à quoi que ce soit.
on est tous fluides dans notre façon de penser, dans nos valeurs, dans le type de personnes qu'on aime, etc. Donc, il faut comprendre que dans nos identités aussi, il y a une certaine fluidité. Puis plus on a le droit d'avoir accès à cette fluidité-là aussi, plus les gens vont aller, ça devient mainstream et là, on le retrouve un peu partout. Puis c'est super intéressant de voir comment la société évolue dans ce sens-là. Tu sais, il y a 5 ans, c'était pas des conversations qu'on avait, ou du moins pas dans les organisations. Puis là, de plus en plus, ce qui arrive, c'est que quand on commence à travailler avec des gens, par exemple, où on fait une réunion de travail, bien, des fois, on va inviter les personnes, puis à Impro Montréal, on le faisait, à se présenter en spécifiant le pronom qu'on veut utiliser. Ça, premièrement, peux-tu nous expliquer pourquoi, dans le fond, c'est important de le faire? Oui, parce qu'il y a des gens qui n'utilisent ni le pronom « il », ni le pronom « elle ». Quand on parlait d'expression du genre, tu sais, si t'es pas certain, etc., on demande les pronoms pour aussi respecter les envies de chacun. Il y a une question de consentement qui est très, très importante là-dedans. Puis, c'est une pratique... c'est une pratique par rapport à laquelle il faut rester critique. Mettons que je ne ferais pas la même chose maintenant. Je pense que c'est important de changer nos pratiques, puis en se rendant compte qu'en demandant les pronoms à tout le monde, ben parfois, ça peut forcer certaines personnes à révéler ou à dévoiler c'est intéressant des choses qui sont peut-être, ou ils sont peut-être pas prêts ou prêtes. Puis moi, mon but ultime, de toute façon, puis la raison pour laquelle on a cette conversation-là, le but, c'est d'être une alliée pour des personnes qui ont, qui sont plus qui sont en marge, tout simplement. Puis je veux pas mettre quelqu'un dans une situation inconfortable où ils sont obligés de dire quelque chose qu'ils sont pas prêts à révéler. Donc, maintenant, ce que je ferais comme changement, ça serait à la place de dire, OK, présentez-vous, vos pronoms, etc., c'est, si vous voulez, vous pouvez partager vos pronoms avec nous, tout simplement. Et laisser ce choix-là aux gens de dire, est-ce que je préfère qu'on me dise il, elle, il, zi, ir, il y en a tout plein, là. Vous pouvez regarder. Je les ai jamais entendus. Peux-tu nous les expliquer? Ben, il y en a plusieurs. En fait, je référais peut-être plus à le petit guide de l'écriture du français inclusif, qui est the ressource pour ceci. Donc, en fait, les pronoms au-delà du il et elle, ce sont des pronoms, en fait, tu sais, en anglais, on utilise they, them, qui est un pronom neutre. En français, on n'a pas de pronom neutre. Donc, on est en train, tu sais, on en crée un, il existe et il a l'air d'être très, très embrassé partout là, dans la communauté LGBTQ. Mais il y a certaines personnes pour qui il, ben, ça fait trop référence à la binarité homme-femme. Donc, il y a des personnes pour qui cette binarité-là, tu sais, il y a des gens pour qui d'être coincé dans un système où tu te retrouves dans un continuum entre hommes et femmes, il y en a qui sont comme, mais moi, ce continuum-là, j'en veux pas. Pitch ça aux poubelles. Je veux pas de mention du il, je veux pas de mention du elle. Zi existe. Ça, c'est utilisé en anglais, ça peut être utilisé en français, etc. Donc, généralement, ça découle des pronoms usuels dans une langue. Puis ensuite, ils sont simplement adaptés aux réalités. Puis là, tu sais, je suis convaincue qu'il y a des gens qui écoutent qui sont comme, OK, tu sais, je veux faire un bout, puis tout ça, mais en même temps, je suis comme un peu... tu sais, on n'est pas habitué, c'est nouveau, puis là, on sait pas trop comment faire. Fait que c'est sûr que quand on commence ce genre de démarche-là, j'imagine que la première étape, c'est un petit peu, tu sais, de s'informer davantage, de comprendre, comme on le fait aujourd'hui avec toi, c'est quoi les grands specs, les grands enjeux. Puis après ça, ben quand on fait des gaffes, parce que là, tu sais, on peut pas vraiment deviner là, comment les gens se sentent par rapport à ça, puis à un moment donné... Tu sais, ça va arriver là, qu'on va se tromper. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Comment tu proposes qu'on agisse? On s'excuse, puis on essaie de faire mieux. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, tu sais. Je pense que ce qui est difficile, là, c'est que, tu sais, tout ça, ça relève vraiment des pratiques anti-oppressives.
OK? Ça découle de la sociologie queer. Donc, c'est une combinaison de la réflexion féministe, marxiste, intersectionnelle, etc. Là. Puis on cherche à créer, en fait, un environnement où les gens sont sur le même pied. That's it. On cherche à créer une situation d'équité entre les gens. Donc, oui, on est en train de changer le statu quo et changer des affaires. Tu sais, on s'entend, là, il y a tellement d'études qui ont été écrites sur le changement qu'on ne peut pas se dire comme « Ah, moi, je vais tout changer, puis comme ça y est, du jour au lendemain, je vais être comme l'allié numéro 1, pas de stress, etc. » Il faut y aller une affaire à la fois. Donc, on peut prendre le temps de s'informer, mais prendre le temps de s'informer, ça exige aussi qu'on prenne le temps de réfléchir sur soi-même. Puis c'est là souvent où on va se confronter à des malaises. Parce qu'on se dit comme « Oh, j'ai dit une gaffe, là. Oh, pelaille. Oh, pelaille. J'ai fait des gaffes, puis j'en ai dit des niaiseries. » Moi, j'en ai dit plein des niaiseries quand j'étais ado. Là, je pense que je vivais beaucoup de choses. Puis là, tout à coup, c'est comme « Ah, ben OK, ben, j'apprends de mes erreurs. » De la même manière, au travail, tu fais une évaluation. Le but, c'est pas de te démolir. Le but, c'est pas de te dire ça y est, on te lance aux poubelles, va-t'en. Le but, c'est qu'on s'améliore. Donc, de créer une culture où on a le droit de faire des erreurs, c'est comme se tromper avec le nom d'une personne. Tu sais, si je t'appelle Sandrine à la place de Sarah, oui, c'est pas ton nom. Oui, c'est poche, puis oui, ça va te faire mal, puis oui, moi, je me sens mal parce que j'ai fait une erreur, puis je suis pas parfaite, puis Mais la réalité, c'est que je peux pas l'effacer, cette gaffe-là. Donc, je vais m'excuser, puis je vais dire « ça va ». Puis, je vais pas la refaire, cette erreur-là, parce que je vais faire comme « non, Caddy, tu l'as fait une fois, cette erreur-là. » C'est assez. Pas besoin de se jeter par terre, de tomber dans la culpabilité, tu sais, puis tout ça, là. C'est pas productif. Effectivement. Il faut simplement un pied devant l'autre. On s'excuse, c'est pas à la personne de nous donner, de valider qu'on est quand même un bon allié. Non, c'est juste « excuse-moi, je t'ai pilé ses pieds. Je le referai pas. » On dédramatise aussi là, en passant comme à d'autres choses parce que j'imagine que... Puis c'est un peu comme dans tous les sujets là, liés à la diversité. Là, les personnes qui sont marginalisées à un moment donné sont tannées qu'on mette l'emphase là-dessus. Puis c'est comme on peut-tu passer à d'autres choses. Puis fait que c'est ce que j'entends dans ce que tu proposes, là. Oui, puis accepter que, tu sais, je pense que ce qui est difficile, surtout avec, tu sais, les personnes trans, les personnes non-binaires, les personnes, les personnes racisées aussi, on a l'impression souvent qu'on doit aller chercher leur approbation. OK. Puis, cette affaire-là, c'est pas juste parce qu'on projette sur eux le besoin de nous valider. Donc, c'est un travail personnel de devenir un allié. Puis, être un allié, il y a le mot « être ». Donc, ça implique, c'est actif. Il faut le faire, tu sais. Puis, quand on fait des choses, il n'y a personne de parfait. On se prend tous les pieds dans les fleurs du tapis. Ce qui importe, c'est comment on se relève et comment on continue. Puis, il y a des belles ressources qui existent. Je pense que YouTube et TikTok et Instagram sont des sources incroyables pour aller chercher de l'information sur, tu sais, comment créer, comment faire un brise-glace dans une réunion qui est super inclusif. Il y a des tonnes de personnes qui réfléchissent là-dessus. C'est pas juste au Québec qu'on pense à ça, c'est partout à travers le monde. Puis les gens mettent en commun leurs expériences, puis il faut qu'on se mouille. On peut pas changer les affaires sans se mouiller. Mais c'est pas la responsabilité des personnes marginalisées de dire « Ah, c'est correct, tu as fait un bon effort ». Non! Eux, leur effort là, devrait se limiter à « je suis là, je participe ». Si on me demande du feedback, je le donnerai, mais mon feedback n'est pas particulièrement spécial parce que je suis une personne noire. Mon feedback n'est pas particulièrement... Tu sais, je rends compte de mon expérience subjective, comme tout le monde autour de la table. That's it. Puis, tu sais, je veux pas tomber dans d'autres clichés, mais j'ai l'impression, parce que je veux pas non plus marginaliser les personnes plus âgées, mais j'ai l'impression que c'est plus facile pour les plus jeunes d'avoir ce genre d'ouverture-là ou ce genre de discours-là, juste parce que
sais, on est plus exposé, puis quand t'es plus jeune, le changement, c'est un peu plus facile. T'as-tu l'impression qu'il faut aussi avoir de la compréhension puis la bienveillance envers les personnes peut-être d'autres générations qui sont peut-être moins ouvertes ou comment tu le vois ça? Est-ce qu'il faut comme le nommer puis être intransigeant ou est-ce que... Je pense que c'est une super bonne question puis c'est une question qui est compliquée, je trouve. Je pense que ça dépend du contexte. Si je suis au travail, je suis dans un environnement professionnel. Mm-hmm. Donc, il y a certaines limites, mais quand je suis au travail, quand on est au travail, on n'est pas là pour étaler nos vies personnelles non plus. Mm-hmm. On n'est pas là pour faire remettre en compte notre identité de genre, on n'est pas là pour faire... donc, c'est pas le... c'est comme, je vais pas avoir des problèmes informatiques de femmes, je vais avoir des problèmes informatiques, point. Donc, il faut juste pas que ça soit le centre de ce qu'on pense des personnes qui sont autour de nous. Donc, pour les personnes qui sont plus âgées, qui ont peut-être des personnes qui sont moins exposées à des réalités diversifiées, je pense qu'il faut le nommer avec gentillesse, mais on ne peut pas laisser passer des choses parce que plus on laisse passer, ça fait comme une passoire. C'est plus on laisse passer des affaires, plus elle ne sert à rien, ta passoire. Là. Fait qu'il faut le dire, même si ça peut shaker l'ego de ces personnes-là, mais de le dire d'une manière qui est peut-être plus douce que... Oui. Et je pense qu'il y a beaucoup... je lis beaucoup le journal ces temps-ci, là, puis les woke, là, en italique, là, je trouve ça vraiment difficile à digérer parce qu'on tombe beaucoup dans une mentalité que c'est comme des plus jeunes qui vont... l'image est vraiment... C'est la seule image que j'ai en tête. Les jeunes vont juste balancer les vieux par la fenêtre, puis comme, vous êtes comme, on va vous annuler, on vous appellera plus pour jamais pour rien. C'est ce qu'on appelle le cancel culture. Ouais. C'est toxique, cette affaire-là. C'est difficile à gérer. Donc, il faut qu'on se dise qu'on peut parler de tout. Puis je pense que des personnes âgées, des personnes de différentes cultures sont tout aussi capables d'apprendre des nouvelles réalités que n'importe qui d'autre. Puis je pense que pour les plus jeunes, c'est important qu'ils se rendent compte que les notions de privilège, toutes les conversations qu'on a en ce moment, là, tout le vocabulaire autour des transidentités et tout ça, c'est mainstream depuis 5 ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis quand tu as 25 ans, puis que c'est comme, là, c'est tout ce qui... C'est clair, c'est limpide, ça passe et tout, c'est une chose. Mais quand ça fait 30 ans que tu travailles dans un domaine, puis que t'as pas eu, comme tu as eu d'autres batailles à mener probablement, mais que c'est pas quelque chose auquel tu as exposé, il faut laisser le temps aux gens d'apprendre. Il faut créer des espaces où les gens peuvent poser des questions. Mais là où ça devient spécial, c'est que c'est pas aux personnes marginalisées de répondre à toutes les questions de tout le monde. On n'est pas des outils d'éducation. Donc, il faut que les gens fassent un bout de chemin par eux-mêmes aussi. C'est pour ça que je ne suis pas une personne trans aujourd'hui, mais cet enjeu-là est important pour moi parce que j'aimerais ça qu'on crée des espaces où les personnes trans peuvent venir partager leurs opinions. Mais là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est la base. Donc, pour la base, je l'ai acquise, cette information-là. Comment est-ce qu'on peut être un bon allié sans un? On met un pied devant l'autre, on s'excuse, on essaie d'être intentionnel dans ce qu'on fait et tout. Puis après, ça va nous permettre d'aller chercher encore plus d'informations. Parce que c'est pas nouveau, les transidentités, c'est pas nouveau, les personnes non-binaires, ça existe depuis toujours. Tout à fait. Puis on n'est pas capable de les identifier non plus, tu sais? Effectivement. Puis, tu sais, ce que j'ai l'impression, dis-moi ce que tu en penses, mais mettons de mon point de vue RH, là, puis social aussi, ce que j'ai l'impression qui a changé, c'est justement le spectre qui s'élargit. Puis, tu sais, avant, disons, en RH, j'étais comme une personne qui voulait faire un changement, soit de sexe ou de genre. Puis là, il fallait comme un peu gérer ça dans l'organisation pour que ça se passe bien pour cette personne-là.
c'était pas mal ça, tu sais, les enjeux. Il y en avait pas tant que ça plus. Le spectre c'était quand même homme ou femme, là, tu sais. Puis ça, c'est nouveau, tu sais, de devoir un peu jongler avec un spectre qui s'élargit, puis tant mieux, tu sais, ça veut dire qu'on avance puis qu'on est rendu là. Mais c'est pas c'est pas évident pour tout le monde, puis je pense qu'il faut être conscient qu'il y a comme des étapes, puis j'aime beaucoup ce que tu dis sur aller s'éduquer puis aller lire là-dessus. Moi, personnellement, je sais que je vais le faire davantage suite à notre conversation. Puis, tu as parlé aussi vite des woke. J'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu plus. Oui, donc les woke, ou ma traduction boboche en français, c'est les illuminés. Donc, c'est ceux qui ont eu... en fait, le concept du woke, c'est les gens qui ont la justice sociale à cœur. Et souvent, c'est des militants, tout simplement. Donc, c'est des gens qui n'ont pas peur de crier haut et fort et qui n'ont pas peur d'être en avant-plan dans une lutte sociale. Maintenant, il y a, les réseaux sociaux ont fait en sorte que, maintenant, c'est culturellement, il y a une attente culturelle, une attente sociale qu'on réagisse parfaitement dans une mentalité libérale et inclusive, etc., puis ça devient performatif. Donc là, c'est là où ça devient compliqué et là, on se retrouve avec l'espèce de phénomène des les woke, mais quand on y pense vraiment, de qui est-ce qu'on parle quand on parle des personnes woke? On parle de jeunes, qui sont fréquemment discriminés parce que ils sont jeunes, ils savent rien, etc. C'est des personnes marginalisées. Pensons qu'on fête la fierté chaque année. Je pense qu'à Montréal, c'est un des endroits les plus magnifiques où célébrer la fierté. Mais la fierté, ça vient de quoi à la base, si on cherche? Ça vient de 2 femmes trans noires aux États-Unis qui ont mené une attaque une contre-attaque, en fait, une riposte à la police qui faisait des descentes sans arrêt dans un bar qui s'appelle le Stonewall Inn. Et c'était des descentes ultra violentes. Et à un moment donné, Marsha P. Johnson a pris une brique, elle l'a lancée et ça a démarré quelque chose qui a duré des jours. La fierté, c'est une manifestation, point, à la base. C'est politique. Maintenant, c'est rendu yé, c'est fun, on est cute sur nos chars allégoriques, mais le message à la base de la fierté, c'est regardez-nous, on est là, on existe. Même chose avec... notre place. On prend notre place. La journée de visibilité trans, ça sert à ça aussi, c'est important. C'est de montrer, c'est politique. Oui, c'est le fun d'avoir des représentations à la télé, mais ces représentations-là à la télé, à la radio, etc., les auteurs trans qui commencent à prendre plus de place et à avoir une visibilité, ça fait en sorte qu'on change la trame narrative de la société. On est obligé de prendre en considération que les choses bougent. Puis c'est pour ça que c'est important de parler d'eux. Donc, les woke, on peut diviser entre les militants et les gens qui font les militants de salon. OK. Thoughts and prayers, etc. Mais c'est des gens qui vont souvent aussi revendiquer des choses et qui sont tannés de se faire dire « Oui, mais sois gentil. T'es fine, là, si t'es vraiment bonne, là, tu vas être la première fille à rentrer dans une équipe sportive, puis peut-être qu'il y aura une équipe sportive de filles un jour. » Tu vas attirer l'attention plus avec le sucre qu'avec le vinaigre. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on parle de droits fondamentaux dans ces questions-là. On parle d'accès à des salles de bain, on parle d'accès au logement, de l'accès à l'emploi. Imaginez quelqu'un qui est en transition, qui fait une transition en tant qu'adulte, où ils ont déjà passé une puberté dictée par leurs hormones biologiques et qui repassent par une seconde puberté en utilisant les hormones de transformation. Si tu as une pomme d'Adam, mais tu t'appelles Aline,
c'est politique, ces choses-là, parce que ça vient heurter une personne et l'empêcher d'avoir un emploi. Ça peut aller chercher un appartement. Il faut que tu ailles changer tes papiers de banque. Tu veux voyager, tu as ton passeport, tu as une photo de toi après transition, etc. On te pose des questions. Ça devient complexe. Ça fait mal et ça brime les droits des gens. Puis, pendant que tu parlais, j'ai eu un flash à un moment donné. Puis là, corrige-moi si c'est pas exactement ça, mais je pense que la présidente de la Fédération des femmes, ou je sais pas quoi exactement, c'était une personne trans. Oui. Puis ça l'a fait un tollé. Là. Il y a beaucoup de personnes qui se sont opposées à ça. Est-ce que c'est bien la Fédération des femmes du Québec, la FFQ? C'est ça. Avec comme présidente une femme trans. Ça, c'est plus un heurt, je dirais, générationnel. Donc, dans les mouvements, dans le courant féministe, donc les féministes radicales sont beaucoup plus associées au mouvement féministe des années 70-80, donc qui incluait beaucoup d'actions très, très mobilisé. Le lesbianisme politique vient de ces moments-là, etc., versus un féminisme intersectionnel. OK. Qui reconnaît que... Mais en fait, c'est que dans le féminisme intersectionnel, on tient compte du fait qu'une femme trans est une femme. Et fréquemment, dans le contexte du féminisme radical, on va prendre pour acquis qu'une femme trans est un homme qui se veut femme. Donc, qui n'a pas l'entière compréhension de ce que c'est que le vécu de la femme. Oui, puis là, ça peut susciter bien des débats, puis tout ça, mais en même temps... qui sommes-nous pour savoir comment cette personne-là le vit, puis peut-être qu'elle a ce véhicule. Ouais, ça devient... Et ça a été, on l'a bien vu avec toute la controverse qu'il y a eu l'été dernier avec l'autrice, She Who Must Not Be Named, là, celle dont on ne dit pas le nom, qui a écrit les livres, la série Harry Potter, qui a décidé qu'elle... pour elle, c'était très clair. Et elle a une énorme tribune et... Pour elle, elle a véhiculé des idées associées au féminisme radical. Une femme trans, c'est pas une femme. Ça reste un homme parce que biologiquement, si, etc. Et ça, là, dans la science, au niveau médical, dans les sciences humaines, on est rendu beaucoup plus loin que ça. Donc, donc là, il y a comme des heurts, en fait. C'est vraiment des conflits générationnels. Ouais, c'est des luttes différentes aussi. Donc, nous, ce qu'on veut ultimement, et quand je dis nous, c'est nous les alliés, là, ce qu'on veut ultimement, de toute façon, c'est juste s'assurer que les gens soient en sécurité. Donc tu sais, le concret, là, concret, c'est juste de se rappeler que quand les gens sont au travail, ils sont là pour effectuer certaines tâches. Ils sont pas là pour étaler leur vécu. Ils sont pas là pour venir confirmer ou infirmer certaines préoccupations ou idées préconçues que les gens ont. Ils sont là pour effectuer une tâche. Ce qui relève du personnel, ça va rester dans le personnel. Mais il faut qu'ils se retrouvent dans un environnement qui leur permet d'exister. Puis que s'ils veulent partager qui ils sont ou le démontrer, bien que ça soit bienvenu, puis que ça soit bien reçu. Exact. Il faut que la machine soit construite pour qu'on puisse accueillir la personne en tant que qui elle est. Et c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour les personnes trans, c'est pas juste pour les personnes non-binaires. C'est pour... tout le monde, c'est pour les parents, c'est pour les gens qui sont en situation de handicap, c'est pour les gens qui ont des déficits d'attention, etc. Il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on arrête de dire c'est à toi de rentrer dans le moule. Il faut que le moule soit un peu flexible, un peu de silicone, s'il vous plaît. Là, comme, faut que ça stretch un peu. Là. Parce que sinon, si je vis un stress de... je ne peux pas être moi-même en ce moment. Comment est-ce que tu t'attends à ce que je produise un travail qui est adéquat ou même au-dessus de adéquat?
Oui, tout à fait. Puis on parle beaucoup d'authenticité, de transparence, de l'humain au cœur des organisations, mais ça passe beaucoup par toutes ces choses-là, en fait, là, par laisser les gens être qui ils sont, s'exprimer, mais sans le forcer. J'aime bien cette nuance que tu apportes, sans le forcer ou sans mettre de pression pour que les gens participent à des conversations qui peuvent peut-être les rendre inconfortables. Tu as parlé d'être un allié en tant qu'individu, de se renseigner là-dessus. Comme organisation, comment on peut faire pour être un allié? Alors, il y a des pratiques qu'on dit anti-oppressives. Okay? Mm-hmm. Et ça, là, je pense qu'il y a tellement de guides. Je pense que celui qui fait le plus le tour, c'est celui de PFLAG aux États-Unis, donc qui est un organisme qui, en fait, célèbre la diversité de genre et sexuel. Donc, ce qui est vraiment important, là, c'est d'écouter. De se rendre compte qu'on ne peut pas assumer quoi que ce soit dans les gens. OK. Je pense qu'on va commencer par ne pas prendre quoi que ce soit pour acquis. Là, c'est comme la plus grosse affaire. Quand tu rencontres quelqu'un, ben, juste en regardant quelqu'un, tu ne peux pas savoir qui il est ou qui elle est. Point. Tu sais, donc, souvent, les gens vont dire « Ah, moi, je suis capable de spotter une personne trans. » Ah oui? Les fameux radars, là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai le radar. Oui, OK, mais bravo. Mais puis c'est aussi important d'écouter et d'être à l'écoute parce qu'il faut qu'on s'assure de ne pas dévoiler aussi l'information des autres quand c'est pas notre place. De forcer un coming out, de forcer quoi que ce soit, en fait, de se retrouver à devoir dire à tout le monde qu'on est parent monoparental parce que, etc. On est obligé de dévoiler qu'on est homosexuel parce que, c'est des choses qui relèvent du privé. Donc, quand ça vient à la transidentité, quand ça revient à l'identité de genre des personnes, il faut que ça soit leur choix. Et il ne faut pas faut pas qu'on leur vole ce droit-là, en fait. Il ne faut pas qu'on les brime là-dedans. Donc, pas prendre quoi que ce soit pour acquis. Si on ne connaît pas les pronoms d'une personne, écoutez en premier. Souvent, là, les gens, ils vont le dire. Ils vont se présenter, ils vont faire « Salut, moi, c'est Caddy, j'utilise « elle » comme pronom. » Tout simplement. Écoutez. Au pire, demandez. Ouh! Mais c'est se rendre vulnérable de demander. Parce que c'est parce dire... qu'on s'expose à... Est-ce que je suis en train... Tu sais, comme, est-ce que je suis en train d'assumer quelque chose sur toi, que peut-être tu n'utilises pas des pronoms « il » ou « elle », tu sais, etc. Ouais. Donc, on écoute. Si, à un moment donné, on se rend compte « Hey, je ne le sais vraiment pas », on demande. Puis on demande, comme on demanderait « Est-ce que tu peux me passer le sel, là? » C'est pas « Attends, wow! » Là, ton linge me dit une affaire, ton visage m'en dit une autre, ton maquillage m'en dit une troisième et ta coupe de cheveux, comme es-tu candidate à RuPaul? Tu sais? Donc, il faut qu'on soit capable de dire comme, OK, je veux juste être certaine avant qu'on continue, est-ce que tu as des pronoms que tu préfères utiliser? That's it. Et il faut le normaliser. Il ne faut pas le faire avec une personne, il faut le faire avec tout le monde. Parce que si c'est juste avec une personne qu'on le fait, cette personne-là, elle se retrouve à être stigmatisée. Et il n'y a personne qui se sent bien quand ils sont stigmatisés. Tellement, ça c'est clair. Puis, t'avais-tu d'autres conseils aussi que tu voulais partager oui. Dans ta lancée? Vas-y. Jamais demander le vrai nom des gens. OK? Ça, là, c'est à proscrire partout. Fait que ce que tu veux dire, c'est si, mettons, je te dis, je m'appelle Vanessa, puis toi, tu penses que je suis un homme, puis c'est comme, non, mais c'est quoi ton vrai nom? C'est cela. OK? Si la personne a envie de te le dire, ils vont te le dire. Mais ça te regarde tellement pas, de toute façon. Pourquoi est-ce que tu as besoin de cette information-là? Est-ce que c'est parce que tu veux avoir du pouvoir sur moi en ayant une information que je ne veux pas qu'il soit révélée ailleurs? Tu sais, fréquemment, les gens sont très sensibles par rapport par rapport aux questions de nom. Donc, il faut les respecter là-dedans.
Ça serait comme de juste décider que je vais donner le mauvais nom à tout le monde. Tu sais? C'est un peu ridicule. Puis ça, d'un point de vue, mettons, RH, légal, organisationnel, c'est de dire c'est quoi ton nom légal, tu sais, s'il y a des papiers à remplir, puis après, on ne re-questionne pas, là. Oui. Puis généralement, surtout en RH, tu sais, vous êtes là, comme c'est en RH qu'on va dire toutes les affaires qu'on a besoin de dire, parce que c'est comme, regarde, ça, c'est comme sur la paye, c'est un long méchant processus légal, ça peut prendre jusqu'à 1 an que la procédure légale soit faite, tu sais, donc c'est important qu'on ait ces conversations-là, mais c'est comme, c'est confidentiel. Comme quelqu'un qui dit « je suis en dépression ». C'est confidentiel, ça n'a pas besoin d'être su. Et c'est pas une question de maladie, hein, puis je veux vraiment que ça soit clair, là. Je considère pas qu'être trans, c'est comme être en dépression, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est plus de dire qu'il y a des choses qui sont personnelles puis qui relèvent du choix de l'individu, s'il veut le divulguer ou non, là. Oui, puis c'est de comprendre qu'il y a personne qui a besoin de nourrir la curiosité des individus. Parce que c'est vrai que c'est souvent ça arrive, j'ai l'impression il y a des fois des mauvaises intentions, là, on va pas se le cacher, mais il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes intentions, sauf que c'est pas assez d'avoir des bonnes intentions, parce que si t'es curieux, puis tu sais, c'est quand même... ça peut quand même blesser les autres, là. Fait que ça, je trouve, c'est quelque chose qu'on parle pas assez. Les intentions, OK, mais après, qu'est-ce que tes actions ont comme répercussion? C'est exactement ça. Puis là, c'est là où il faut faire preuve de bienveillance. C'est vraiment là où, comme, on cherche à protéger les gens avec qui on est pour leur permettre, s'ils veulent, d'en parler ou pas, tout simplement. Je rajouterais que c'est important dans les milieux de travail, les salles de bain, hein? Ouais. On est en 2021. On est en 2021. Pour vrai, là, à la salle de bain, pour vrai, il n'y a personne qui a envie d'aller passer 1 heure, là. Fait que c'est comme, on rentre, on sort, là. Pas besoin de homme-femme, c'est pas nécessaire. Ça peut créer un sentiment d'insécurité. Puis, si on est dans un contexte de travail où on cherche à être vraiment inclusif, pour vrai, je pense que la responsabilité des gens d'être courtois les uns envers les autres, je vois pas, tu sais, comme souvent, je lisais des articles américains là, sur tous les enjeux de salle de bain, puis tout ça, puis j'étais comme, mais pour vrai, les personnes trans ont envie d'aller à la salle de bain comme n'importe qui d'autre. Les personnes non-binaires aussi. On peut-tu juste mettre une porte avec une cuvette dessus, puis de la titre, là? Tu sais, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de compliquer la chose encore plus. OK. Fait que les salles de bain, réduire ça à une salle de bain pour tout le monde. Tu as parlé d'écriture inclusive aussi tantôt. Yes, l'écriture inclusive. Donc ça, c'est un beau choix à faire. Mais ça, c'est un choix qui doit être fait. C'est comme une grosse décision. Mais c'est pas obligé d'être compliqué. Écrire il/elle. OK? Ou simplement raccourcir et mettre IL. Tu sais, c'est pas très complexe. Il y a beaucoup de personnes du monde de la linguistique qui se penchent là-dessus. C'est vraiment fascinant. Puis on peut vraiment tomber dans un vortex d'informations. Mais au point de vue pratico-pratique, on écrit au masculin. Pourquoi est-ce qu'on écrit généralement au masculin? C'est une convention. Parfait. Mais si on est dans un milieu féministe, généralement, on va féminiser. On écrit au féminin pour inclure tout le monde, tout simplement. Puis, tu sais, moi, je t'avoue que l'écriture inclusive, c'est quelque chose que je connaissais pas il y a à peu près 1 an. Tu sais, je te dirais, puis dans ma tête, je pensais que c'était la même chose que de dire, tu sais, les employés et les employés et ES, blablabla. Tu sais, un peu comme les anciennes formes. Mais là, je me rends compte que ça va plus loin que ça aujourd'hui. Puis quand je dis plus loin, c'est pas plus compliqué nécessairement. Là, tu sais, des fois, on essaie juste de retirer, si possible, le genre. Tu sais, au lieu de dire les employés et les employés et ES, on va dire, mettons, le personnel. Exactement. Donc, de commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on peut enlever, parce qu'il y a aussi, on n'a pas beaucoup parlé des personnes non-binaires, mais c'est correct, je pense que ça c'est un sujet complexe aussi. Mais, tu sais, il y a des gens qui ne s'identifient ni en E accent aigu, ni E accent aigu E. Donc, si on parle le personnel, l'équipe, hey, c'est-tu le fun, ça? Ouais. L'équipe.
On ne sait pas de quoi elle a l'air, l'équipe, mais on n'a pas besoin de le savoir non plus. Tu sais, comme c'est là où ça devient intéressant, puis ça permet... Ça oblige une réflexion, ça oblige d'être intentionnel dans ce qu'on écrit. Oups! C'est super important d'être intentionnel dans ce qu'on fait. On ne fait pas les choses juste parce qu'on les fait. On les fait pour une raison. On prend des décisions, on avance les choses pour une raison. Donc, de créer une écriture inclusive, puis de réfléchir à la manière dans laquelle on écrit, ça peut faire en sorte que quelqu'un va se sentir plus confortable d'être eux-mêmes dans le milieu. Ça peut faire en sorte que tes clients soient aussi plus intéressés, elles fassent comme OK, comme j'ai pas besoin de jongler cet élément-là de plus dans l'écriture. Donc absolument. Mais l'utilisation d'un français inclusif, c'est un travail de longue haleine. OK? Puis il faut pas avoir peur de ça. C'est un processus. Puis quand, comme c'est un processus, ça prend un changement. Un tout petit, là, juste remplacer les employés et employés par le personnel, ça fait une différence. Puis c'est assez. Si c'est le seul changement qui peut être fait, pas besoin de changer 300 trucs d'un coup. Un petit truc à la fois. Bien, j'adore cette approche-là. Puis tu as mentionné tantôt aussi qu'il y avait le petit guide d'écriture inclusive aussi qui était disponible. Fait qu'on mettra les liens vers ça aussi dans les notes de l'épisode. Écoute, Caddy, ça fait mine de rien, ça fait presque 1 heure déjà qu'on jase ensemble. J'ai l'impression qu'on pourrait continuer à en parler puis à creuser pendant longtemps. Mais tu sais, déjà, je pense que c'est un sujet qui est quand même nouveau pour beaucoup de personnes. Pour d'autres, c'est comme déjà business as usual. Tu sais, je pense qu'on n'est pas tous rendus au même niveau de réflexion dans les organisations, puis même par rapport aux individus. Fait que moi, je suis très contente qu'on ait comme commencé à explorer ça, tu sais, de démystifier certaines affaires. Je suis sûre que les gens vont réagir différemment. Tu sais, il y en a peut-être qui trouvent qu'on est resté pas mal à la base du sujet. Il y en a d'autres pour qui c'est peut-être comme beaucoup de nouveaux mots. Fait que bref, on va mettre plusieurs ressources dans les notes de l'épisode aussi pour les gens qui veulent, dont moi, aller se renseigner plus encore sur le sujet. Puis sinon, où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que je peux inviter les gens à te suivre sur LinkedIn? Oui, absolument. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn sous mon nom complet, donc Kadiatou Diop. Mais merci beaucoup. Puis je vais mettre le lien directement dans les notes aussi de l'épisode parce que moi, j'étais sur Facebook puisqu'on s'est connus dans un tout autre contexte. Oui. Mais on va inviter les gens à aller sur ta page plutôt professionnelle. Il y a une belle ressource, la web-série Les Trois James, qui a été faite par Les Trois Sexes. Ça se trouve sur Facebook. C'est des capsules vidéo avec James Galantino, qui est un doctorant en sexologie, un homme trans aussi, qui répond à des questions sur les transidentités et c'est phénoménal. C'est vraiment génial. C'est super bien vulgarisé. Il est charmant et hilarant aussi. Donc, c'est vraiment une belle ressource. Bien, merci pour la recommandation. Ça aussi, on va mettre les notes pour les gens, comme ça, c'est déjà là, juste à cliquer. Bien, merci encore d'être venu, puis je te dis à la prochaine. Oui! Bye bye!